Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck Ferrand nous replonge cet après-midi au cœur de la guerre de 100 ans. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est en réécoutant les belles chansons de l'album de Laurent Voulzy, Listen Love, que l'idée m'est venue de vous parler de Charles d'Orléans, prince et poète. Et pour nous éclairer sur cette belle figure, j'ai prié Gérard de Senneville, grand connaisseur de cette époque, de se joindre à nous cet après-midi. Et à partir de 15h, c'est à Orléans que vous nous emmenez. Oui, Orléans, où ce prince finalement aura relativement peu résidé, mais après tout il en était bien le duc, et cette cité ligérienne a trop de merveilles à nous livrer pour que j'ai longtemps résisté à l'idée d'y faire un petit tour. En ferrant mobile, bien sûr. En ferrant mobile, bien sûr, pas en coche d'eau, Anissa. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La France va mal. Je vous parle des années 1410. Voilà 2 décennies que le roi Charles VI est atteint de crises de folie de plus en plus fréquentes qui l'empêchent de régner. Cette faiblesse royale va favoriser toutes sortes de rivalités entre les princes de son entourage qui entendent prendre en main le pouvoir. Rivalités qui vont finir par dégénérer en ce qui devient une guerre civile. 2 partis s'opposent, on vous a souvent raconté ça, d'un côté les Bourguignons, avec à leur tête le duc de Bourgogne, Jean sans peur, et de l'autre les Armagnacs, menés entre autres par le jeune Charles d'Orléans, dont le père a été assassiné à l'instigation de Jean sans peur quelques années plus tôt. Ainsi, on peut dire que c'est une haine profonde qui règne entre ces 2 puissants partis qui alternent conflits ouverts et trêves bancales, de quoi semer le désordre et de quoi affaiblir le royaume. De quoi surtout donner des idées à l'ambitieux roi d'Angleterre. Le jeune, le fougueux Henri V, pour lui, le moment est venu de rappeler ses revendications sur le trône de France en menant une grande attaque de l'autre côté de la Manche, d'une autre, si vous voulez. C'est ce qu'on va donc appeler la guerre de 100 ans, hein, qui reprend. Ça ne s'arrête jamais, cette affaire. Le 13 août 1415, les habitants de la rive nord de l'estuaire de la Seine voient approcher environ 1500 embarcations anglaises, en tout cas toute une armada de toiles et de bois, avec, à bord, plusieurs milliers d'hommes prêts à en découdre. Les premiers combats ne vont pas tarder, le port de Harfleur tombe en quelques semaines, les Français vont essayer d'organiser la riposte, mais seulement ça prend un peu de temps, bien entendu. Le roi finit par réunir une vaste armée à Rouen. Quand je dis le roi, c'est toujours notre roi fou, hein, Charles VI, qui est en rémission à ce moment-là. Concernant le duc de Bourgogne et le duc d'Orléans, les 2 princes rivaux, le roi Charles leur demande d'envoyer des combattants, mais de ne pas venir eux-mêmes. Et oui, parce que leur haine est si grande qu'on ne sait pas sur quoi tout cela pourrait déboucher. Charles d'Orléans a 21 ans, c'est un jeune prince plein de fougue, désireux de tenir sa place. Il décide tout de même de chevaucher jusqu'en Normandie contre les ordres du roi. Et bientôt, alors que les Anglais prennent le chemin de Calais, l'armée française se lance à leurs troupes. Une véritable course-poursuite va s'engager et c'est ainsi que le 24 octobre, en un lieu nommé Azincourt, Agincourt disent les Anglais, dans l'actuel pas de Calais, les 2 armées sont là, qui se font face. Disons-le, les chevaliers français sont sûrs de leur victoire. Il y a cette pièce Henri V, cette pièce de Shakespeare où on voit carrément les Français multiplier les vantardises et les rodomontades. Ils sont tellement contents d'eux, tellement nombreux, avec leurs superbes armures qui ont quand même, c'est vrai, de quoi impressionner. Valérie Toureille raconte, je la cite: joyeux, ils avaient ripaillé dans le camp en attendant que le jour se lève. On avait, dit-on, parier au dé les noms des prisonniers à prendre. En attendant les rançons, vous savez, c'est très important de prendre des prisonniers sur le champ de bataille. Oui, sauf que la bataille ne va pas se dérouler comme prévu. Les chevaliers français
alourdis par leurs armures et par tout leur équipement, s'enfoncent dans la terre molle d'Azincourt, tandis que les archers anglais, les redoutables archers de la perfide Albion, arrosent de flèches nos pauvres chevaliers. C'est un véritable carnage. La défaite est sans appel, 900 à 1800 morts du côté anglais, c'est très difficile à dire, mais en gros, un très gros millier, disons, et sans doute 5 à 7000 côté français. Vient le moment pour les vainqueurs d'arpenter le champ de bataille à la recherche de richesses sur les cadavres ou sur les mourants. Quant aux nobles chevaliers qu'on retrouve vivants, inutile de vous dire que on les bichonne, si je puis dire, en attendant la rançon qu'on va pouvoir réclamer à leur famille. Plus le nom est prestigieux, plus on peut attendre un bon prix. Or, une très bonne surprise attend les Anglais qui sont en train de faire faire les poches, qui sont en train d'arpenter le champ de bataille. Gérard de Senneville nous le raconte. Ils trouvèrent Charles d'Orléans enfoncé dans la boue et recouvert par 2 ou 3 cadavres. Le duc n'était que légèrement blessé, mais il se trouvait immobilisé par le poids des morts, de la boue et de sa propre armure. On le dégagea, il se fit connaître. La richesse de son armure et ses armoiries sur sa cotte de mailles ne laissaient d'ailleurs aucun doute. Il fut aussitôt conduit au roi d'Angleterre. Il s'agit, c'est vrai, d'une bien belle prise, même si d'autres très grands noms sont détenus par les Anglais. On peut dire de Charles d'Orléans qu'il surnage, évidemment. Il est le propre neveu du roi de France. Il est d'ailleurs bien placé dans le rang de succession au trône. C'est un des princes les plus puissants d'Europe. Charles ne peut se faire aucune illusion sur sa situation alors qu'il est conduit à Calais. Bien sûr, étant donné son rang, on peut dire qu'il est traité plutôt comme un otage d'État que comme un simple prisonnier. Mais son destin ne lui appartient plus. Il va pouvoir mesurer l'ampleur du désastre pour lui lorsqu'un peu plus tard, il doit participer en vaincu à l'entrée d'Henri V dans sa capitale. Les Londoniens exultent, le roi est célébré pour son extraordinaire victoire, on multiplie les réjouissances avec bien entendu de grandes cérémonies religieuses. Charles a tout perdu. Il peut douter de revoir bientôt la France. Henri V n'envisage absolument pas de le libérer en échange d'une rançon. Il se dit qu'il a tout intérêt à le garder prisonnier. Vous imaginez un prince de cette importance? Et voilà le pauvre prince Charles qui maintenant va pouvoir longtemps, très longtemps, se morfondre dans sa... Le titre de Laurent Voulzy, des paroles de Charles d'Orléans, puisque c'est un poème, Ma seule amour, de Charles d'Orléans. Et cette chanson, elle fait partie de l'album Listen Love, l'album de Laurent Voulzy, où se trouve également le titre Jeanne. Franck Ferrand vous raconte la vie de Charles d'Orléans et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors Franck, aujourd'hui vous nous racontez la vie de Charles d'Orléans, le neveu du roi Charles VI, le fou. En 1415, il est allé combattre les Anglais à Azincourt, vous venez de le raconter. La bataille a tourné au désastre, il s'est fait capturer, il n'a que 21 ans. Il a de quoi douter quand même de retrouver prochainement son pays. Ça doit être terrible pour un jeune homme comme lui d'être loin au moment où les événements se bousculent en France. Les événements s'aggravent constamment, bien sûr. Ce sont des années très dures pour la France. Vous savez, d'abord la guerre continue avec l'Angleterre et on signera bientôt en 1420 ce qu'on appelle le honteux traité de Troyes, qui va transférer la souveraineté de France à la couronne d'Angleterre. On n'est jamais tombé si bas, si je puis dire. Et puis pour ne rien arranger, la guerre civile reprend en France en 1419. Jean sans peur, le rival bourguignon de Charles, le meurtrier de son père donc, va être assassiné à son tour au pont de Montereau à l'instigation du dauphin Charles, le futur Charles VII. Et l'année suivante, les bourguignons tiennent leur vengeance puisque maintenant ils sont alliés aux Anglais, ces bourguignons, et donc ils vont être à l'origine de la négociation qui va donner naissance à ce traité, à ce honteux traité de Troyes. Donc, pour le roi d'Angleterre, bientôt roi d'Angleterre et de France, lui pensait succéder à Charles VI. En fait, il mourra avant Charles VI, Henri V, et c'est son jeune fils Henri VI qui va devenir roi d'Angleterre et de France. Mais on peut dire que pour l'Angleterre, la victoire a l'air totale. Et Charles d'Orléans, qui est là-bas, lui, en Angleterre, à Londres, a fort peu de raisons d'espérer se trouver un jour élargi, libéré. Alors il faut cependant pas l'imaginer en train de croupir dans une sombre cellule, bien entendu. À son arrivée en Angleterre en 1415,
Il a été plutôt bien installé à la Tour de Londres et d'ailleurs il a pu améliorer ses conditions de détention. Je cite Gérard de Senneville. Il fit venir d'Orléans les objets indispensables à sa vie quotidienne. Vêtements, linge, tapisserie, garniture de lit, rasoir, ciseaux, lancettes à saigner, jeux d'échecs, quelques livres, des vins de Loire lui furent livrés régulièrement pour être servis à sa table. Son train de vie était compatible avec la dignité d'un prince, mais restait relativement modeste. Charles n'est pas mis tout à fait à l'isolement. Certains de ses domestiques ont été appelés auprès de lui. Il a tout de même droit à un certain nombre de visites, ce qui fait que des compatriotes viennent lui rendre visite, ce qui lui permet de garder un relatif contrôle sur ses intérêts continentaux. Pour faire passer les papiers les plus sensibles, sans qu'ils soient examinés par les gardes anglais, on a mis au point toute une technique. Les documents sont dissimulés dans les poils longs d'un chien qu'on amène à Charles pour qu'il caresse gentiment le chien et récupère les documents nécessaires. L'une des priorités du prince, c'est de trouver de l'argent pour sa propre libération, bien sûr, pour celle de son frère Jean d'Angoulême, qui lui aussi est prisonnier des Anglais, puisque quelques années plus tôt, il a servi de caution pour une dette. Et puis, pour mener ses affaires, la situation de Charles, il faut vous le dire, se complique puisque Henri V repart à l'offensive en Normandie et à ce moment-là, il décide de durcir les conditions de détention du prince. Charles est envoyé à ce moment-là dans une véritable prison près de Leeds. Ce ne sera pas le dernier transfert puisqu'il va connaître au fil des années toutes sortes de forteresses dispersées sur le territoire de l'Angleterre avec des gardiens dont certains sont corrects et dont d'autres le sont nettement moins. Et pour ne rien arranger, Henri V, au moment de mourir, en 1422, donc au moment de passer la couronne à son fils Henri VI, donc qui est un tout petit enfant, Henri V donne une instruction précise au sujet de Charles d'Orléans. Il doit rester prisonnier au moins jusqu'à ce que le nouveau roi, donc Henri VI, soit majeur. Vous voyez à quel point quand même il se méfie de lui. Et oui, c'est un jeune guerrier du sang de France. On n'a aucun intérêt à le renvoyer là-bas. Alors, par la force des choses, Charles va devoir apprendre à lutter contre ce désœuvrement qui peu à peu le gagne. C'est d'autant plus difficile à vivre lorsqu'on est exilé, lorsqu'on est comme ça dans un pays étranger. En plus, Charles a été habitué aux douceurs du Val-de-Loire et je n'ai pas besoin de vous décrire le climat londonien et anglais d'une façon plus générale. Alors il lit toutes sortes d'auteurs, des auteurs souvent assez sérieux. Il joue aux échecs pour maintenir son esprit en alerte. Et puis, il rime. Comme on disait à l'époque, il balade. De balader, j'ai beau loisir, je suis privé d'autres plaisirs, dira-t-il. Il faut dire que ce goût pour la balade, pour la rime, est très ancien chez Charles et qu'il dispose dans ce domaine d'un vrai et d'un grand talent. Dès 10 ans, encouragé par son précepteur, nous dit Gérard de Senneville, il avait composé le poème contre tout péché, 130 vers moralisateurs qui n'étaient pas dépourvus de qualité. Depuis la mort de son père, il avait repris la plume quand de bien rares occasions, le bonheur qu'il ressentit au lendemain de son mariage lui avait cependant inspiré une chanson en l'honneur de son épouse, « Madame, je suis tout joyeux », mais les événements qui s'étaient succédés ensuite ne lui avaient guère donné le loisir de chanter. Eh bien, maintenant, il peut chanter, ça va être une complainte. Ce ne sont pas des chansons gaillardes, évidemment. Tout ça est empreint d'une intense nostalgie. Pour Charles, ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de traverser, s'apparente à une véritable tragédie. Mais en même temps, du strict point de vue de la littérature française, du point de vue de notre patrimoine immatériel, si je puis dire pour employer le barbarisme actuel, c'est plutôt une bonne nouvelle. Car Charles, dans son désespoir, va puiser une inspiration extraordinaire, une inspiration qui donnera naissance à quelques-uns des premiers chefs-d'œuvre de notre littérature. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi sur les pas de Charles d'Orléans, ce prince captif et poète. Et pour vous raconter cette histoire, eh bien, nous allons nous replonger au cœur de la ville d'Orléans de 15h à 15h30. Alors si vous nous écoutez dans le Loiret, n'hésitez pas à venir nous parler de votre ville, de votre région dès maintenant sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Nous irons à Orléans à partir de 15h. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Alors Franck, vous nous racontez l'histoire, la vie, le parcours de Charles d'Orléans cet après-midi, ce jeune prince captif en Angleterre, et il va occuper sa captivité à écrire des poèmes. Et oui, pour essayer de s'occuper, sans doute, de s'occuper l'esprit, et puis par nécessité d'exprimer sa détresse. Pour lui, ce qu'il y a de pire, peut-être, c'est de vivre loin de son épouse, de sa femme, Bonne d'Armagnac, qu'il avait épousée pas très longtemps, somme toute, avant sa capture par les Anglais. Cette séparation forcée de ces jeunes gens, parce qu'au début ils étaient jeunes évidemment quand ils se séparent, ils ont la vingtaine, vous vous rendez compte, ça lui inspire de beaux vers. Tout mot suis content de porter, or un seul qui trop fort m'ennuie, c'est qu'il me faut loin demeurer de celle que je tiens pour amie, car jadis j'ai en sa compagnie laissé mon cœur et mon désir, vers moi ils ne veulent revenir, d'elles ne sont jamais lassés. Ainsi suis seul, sans nul plaisir, hélas, et n'est-ce pas assez? Charles ne la reverra jamais, sa jeune épouse, sa chère Bonne, puisqu'elle va mourir au début des années 1430, à une époque où il est déjà prisonnier, donc depuis une quinzaine d'années, depuis Azincourt, depuis 1415. Et là encore, au moment de l'annonce de ce décès, son déchirement transparaît dans ses vers. « Las, mort, qui t'a fait si hardi de prendre la noble princesse qui était mon confort, ma vie, mon bien, mon plaisir, ma richesse ?» Et le temps passe, et le temps défile, et Charles constate, à distance, les revirements de la situation en France. Il y a des victoires maintenant face aux Anglais. On libère Orléans, ça doit vous dire quelque chose. C'est son demi-frère, le bâtard d'Orléans, qui va libérer la ville, avec Jeanne d'Arc, bien entendu. Et puis, le dauphin est sacré. Il devient le roi Charles VII. Il est sacré à Reims. Ce conflit qui s'éternise a de quoi inquiéter Charles, puisque ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans tout ça, c'est que les choses s'améliorent en France, mais que sa situation à lui ne change pas. Et dans les années 1430, quand même, on commence à parler de paix. Une première tentative a lieu au printemps 1433, seulement les Français finalement renoncent à prendre part à la négociation. Alors Charles se dit sans doute que c'est à lui maintenant à prendre les choses en main. Il va proposer à Henri VI, qui a grandi bien sûr, il va lui proposer une base de négociation assez bizarre qu'il entend faire accepter aux Français de force ou de gré. Il reconnaît de fait les droits d'Henri VI sur la couronne de France et il suggère la cession d'un certain nombre de villes. Et parmi les villes en question, il y a Orléans. J'allais dire hélas, Orléans, si difficilement sauvé quelques années auparavant. Je cite Gérard de Senneville. « Il est assez triste de voir le pauvre prisonnier déprimé se rallier totalement aux vues des Anglais au moment même où son propre camp prenait le dessus. Plutôt que d'une trahison, il s'agissait d'une défaillance psychologique montrant que, sur le plan politique, Charles d'Orléans, désemparé, mal informé, obsédé par sa libération, était devenu totalement ignorant des réalités. » Évidemment, les Français ne vont pas donner suite à la proposition du prince captif. Un certain nombre de négociations plus raisonnables s'ouvrent à Arras. En 1435, Charles obtient même de pouvoir se rendre à Calais pour y attendre une possible libération qui découlerait des pourparlers. Il est donc toujours en territoire anglais, mais cette fois sur le continent. À peine a-t-il posé le pied depuis quelques jours sur ce continent si cher qu'on le fait repartir et il va retraverser la Manche puisque les Anglais viennent de quitter la table de négociation. En revanche, Français et Bourguignons vont profiter de la circonstance pour se réconcilier, ce qui veut dire que à Arras, on n'a pas tout perdu. D'autant plus que le duc de Bourgogne, le nouveau duc de Bourgogne, le duc de Bourgogne Philippe le Bon, s'intéresse au sort de l'ancien ennemi mortel de son père, au sort de Charles, et une nouvelle conférence de paix est mise sur pied en 1439. Encore une fois, Charles est autorisé à se rendre à Calais. Vous imaginez la somme d'espoir à chaque fois, bien entendu. Il arrive donc, et c'est à Calais que pour la première fois depuis 24 ans,
son demi-frère, le bâtard d'Orléans. Peut-être là, il le revoit enfin. Le bâtard d'Orléans est devenu un véritable héros militaire en France, bien entendu. Il sait trénir longuement, nous raconte Gérard de Senneville. On imagine leur joie, leur émotion. En 1415, le bâtard avait vu son frère aîné partir à la guerre. C'était alors un beau chevalier âgé de 21 ans. Il retrouvait un homme usé, aux cheveux gris, dont le visage et le corps étaient marqués par sa longue détention. La conférence de paix n'aboutit pas. Mais concernant Charles, les Anglais vont quand même faire évoluer leur position. Ils se disent que ce serait dommage de perdre une très grosse rançon. Alors on met sur pied une transaction avec une somme, une rançon absolument colossale. Et c'est le duc de Bourgogne qui va accepter de payer l'acompte, en échange de certaines terres, bien entendu. Début novembre 1440, après 25 ans de captivité, Charles d'Orléans peut donc prendre place sur un bateau à Douvres. Je ne suis pas persuadé qu'il ait vraiment compris ce qui lui arrive. Est-ce qu'il y croit encore? Le fait est qu'il est libre. Bonjour Gérard de Senneville, merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons revenir non seulement sur la captivité de Charles d'Orléans, mais aussi sur l'ensemble de la situation à cette époque et puis sur d'autres princes d'Orléans, puisque c'est un peu devenu votre spécialité. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Charles d'Orléans, ce prince captif et poète dont vous venez de nous raconter la vie, Franck. Et nous allons aller plus loin avec votre invité. Vous recevez Gérard de Senneville. Il est auteur des 4 frères d'Orléans, Violence et Passion au temps de la guerre de 100 ans, aux éditions du Fallois. Aux éditions de Fallois, oui. Bonjour. Donc, je vous ai dit bonjour déjà, Gérard de Senneville. Il faut que vous nous disiez ce que va devenir maintenant Charles d'Orléans. C'est un homme qui a pris de l'âge, qui est libéré et qui va quand même se remarier, disons-le. Oui, alors, pour peindre Charles d'Orléans, j'aime citer une phrase d'un autre poète, Jean Tardieu, pour le peindre. Il dit « Ce fut un des premiers à avoir su, maladroit dans ses actes, mais savant en poésie, utiliser les mots de la langue française à des fins de magie. » Et dans sa vie, l'on voit ces deux choses. Il est très maladroit politiquement. Mais très adroit poétiquement. Mais il est merveilleux poétiquement. Et à son retour, là on voit l'homme maladroit. Car il se jette dans les bras du duc de Bourgogne. C'était dans un premier temps jeté dans les bras du roi d'Angleterre, ça n'avait rien donné, et maintenant il ne trouve rien de mieux que de s'allier au duc de Bourgogne, qui, il est vrai, l'a fait libérer en même temps. C'est ça, mais qui en même temps est le fils de l'assassin de son père. Oui. Revanche et après ces 26 années de guerre entre Armagnac et Bourguignon, entre Orléanais et Bourguignon, voilà cette réconciliation. Charles d'Orléans est grisé par ce que lui fait vivre Philippe le Bon, qui l'emmène à Saint-Thomé, où on donne des fêtes magnifiques, et on célèbre un mariage proposé par le duc et la duchesse de Bourgogne avec l'une de leurs nièces, la jeune Marie de Clèves. Qui n'était même pas née au moment où lui est parti en captivité. Absolument. Hein. Elle a 15 ans et lui a de loin dépassé la quarantaine. Et là, c'est une première erreur. Car dès qu'il fut libéré, le roi Charles VII lui avait fait savoir qu'il serait heureux de le voir. Et Charles va rester aux côtés de Philippe le Bon pendant presque 2 mois. Et puis il va faire un retour triomphal. On sent qu'il est grisé par cet accueil jusqu'à Paris et ensuite Orléans. Et de manière un peu désinvolte, il fait savoir à Charles qu'il est prêt à lui rendre une visite. Et à ce moment-là, celui-ci lui répond assez sèchement oui, il veut bien le recevoir, mais qu'il vienne en petit équipage. Donc il n'y aura pas de joyeuse entrée, là, il n'y aura pas de grande célébration. Non. Et donc Charles néglige le roi de France et va retrouver leur nez à nez et Blois. Et on pourrait s'attendre à ce qu'il n'ait qu'une seule aspiration, c'est de vivre paisiblement à ce moment-là. Eh bien non. Il va conspirer
Il va se mettre en tête qu'il doit porter les revendications des grands féodaux. Il se met dans l'orbite du duc de Bourgogne. Et le voilà qui veut organiser une sorte de conspiration avec une réunion des grands à Nevers. Et heureusement, son demi-frère, le bâtard d'Orléans, auquel il a donné récemment le comté de Dunois pour le remercier de ses services, le bâtard d'Orléans va lui sauver la mise, car il se montre à la fois parfaitement fidèle à son frère et parfaitement fidèle au roi, et il va éviter à son frère de faire de grosses bêtises, va le rapprocher du roi. Celui-ci se montrera généreux et lui donne une très forte somme. Décidément, ce bâtard d'Orléans, le demi-frère de Charles, lui aura constamment été d'un bon secours. Ah oui, tout à fait. Et c'est un grand homme d'État, grand personnage. Lui est un habile politique en revanche. Tout à fait. Grand guerrier, habile diplomate, c'est évident. Et à ce moment-là, après 4-5 années, Charles comprend qu'il a fait des erreurs, qu'il vaut mieux laisser son demi-frère manœuvrer. Et après, un dernier épisode où il veut agir politiquement, il essaye de reconquérir le comté d'Asti, dont il avait hérité de sa mère, Valentine Visconti, et également conquérir le duché de Milan, dont il est également l'héritier du fait du contrat de mariage entre Louis d'Orléans et Valentine Visconti, qui contient une clause essentielle pour l'histoire de France, puisqu'elle va être à l'origine de toutes les guerres d'Italie. Mais oui, bien sûr, Charles VIII, Louis XII, François Ier. Si le père de Valentine Visconti, Jean Galéas Visconti, meurt sans héritier, c'est Valentine et ses héritiers qui deviendront suzerains de Milan. Donc les rois de France, en l'occurrence. Et ensuite, les rois de France ont porté cet héritage quand la famille d'Orléans est arrivée sur le trône. C'est-à-dire quand le fils de Charles d'Orléans, Louis, devient roi de France, Louis XII. Et en 1448, Charles fait une tentative, il se rend à Asti, il obtient l'aide d'une petite armée française, une petite armée bourguignonne, mais apparaît un personnage qui n'a pas de droit sur le duché de Milan, mais qui va prendre la place, c'est Ludovic Sforza. Et là, Charles va faire un raisonnement très raisonnable, ne pas affronter Sforza, car ce serait un grand risque d'être pour une seconde fois fait prisonnier. Et à partir de là, il va mener une vie beaucoup plus sage, où dans son château de Blois, il va accueillir une cour de poètes, et ça va être... Il revient à ses premières amours, si je puis dire. Et encore mieux, parce que pour Charles, ça va être une grande période de création, et l'influence de cette cour de Blois est immense sur la poésie de cette époque. Elle est même très importante sur l'évolution de la littérature française, carrément. Tout à fait. Elle a forgé un certain nombre de formes, il faut le dire. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis on va parler du roi Louis XI, qui évidemment va succéder à son père Charles VII, et avec lequel ça ne va pas être non plus des relations très faciles. Charles d'Orléans pensait, une fois libre, pouvoir pleinement profiter de cette liberté recouvrée. Et finalement, ce sont beaucoup de difficultés qui l'attendaient en France et qui l'attendaient à la tête de son duché. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain, c'est un texte de Charles d'Orléans, ce prince captif en Angleterre et poète, auteur de ses poésies, là mise en musique par Debussy pour cet exemple aussi. Vous recevez, pour aller plus loin dans l'histoire de Charles d'Orléans, Gérard de Senneville, Franck. Alors permettez, Gérard de Senneville, que nous fassions un petit retour en arrière avant d'aller aux relations avec Louis XI et puis la fin de la vie de Charles d'Orléans. Mais comment expliquer que le roi d'Angleterre n'ait pas du tout voulu rançonner, n'ait pas du tout voulu libérer Charles
moyennant rançon. C'est comme ça généralement que ça se passait. Si ce n'est, vous y avez fait allusion tout à l'heure, à une considération politique. Normalement, effectivement, on essayait de rapidement libérer les prisonniers contre une rançon très importante. Mais là, Charles d'Orléans a une importance politique majeure, car il est très proche du trône. Charles VI, au moment d'Azincourt, a 3 fils, Guyenne, Touraine et le jeune Charles de Ponthieu. Et dans les 2 années qui suivent, voilà le duc de Guyenne et le duc de Touraine qui meurent très brusquement. Ça change la situation. Donc il n'y a plus qu'un héritier, qu'un seul fils, Charles, qui devient dauphin. Et si le dauphin meurt, c'est Charles d'Orléans qui peut prétendre au roi de France. Et ce dauphin, c'est le futur Charles VII. C'est ça. Puisque Henri V a sous la main celui qui vient en 3e dans l'ordre de succession au trône de France qu'il veut prendre, il vaut bien mieux le garder prisonnier. Et c'est pour ça qu'à sa mort en 1422 à Vincennes, Henri V recommande à ses frères, le duc de Bedford et le duc de Gloucester, de ne pas libérer Charles d'Orléans tant que le jeune Henri VI n'est pas majeur. Oui, c'est ça, bien sûr. Les frères du roi suivront cette consigne jusqu'au moment où la situation politique a tellement évolué que ceci devient une maladresse. Charles d'Orléans, donc neveu de Charles VI, n'est pas seul en détention en Angleterre. Il y a son frère également. Alors, il y était même avant lui, en fait. Un tragique destin, puisqu'en 1412, le jeune Jean d'Orléans, le plus jeune des frères, est livré en otage au duc de Clarence pour amener celui-ci qui venait au secours des Armagnacs, mais après une paix entre Bourguignon et Armagnac à Auxerre, il n'a plus lieu d'être là. Mais pour rembarquer, il demande 150 000 écus. Et comme le duc d'Orléans, le duc de Berry, le duc de Bourgogne ne peuvent pas payer cette somme, ils livrent des otages pour garantir la dette. Et malheureusement, le jeune Jean d'Orléans tombe entre les mains d'une crapule et d'une famille de crapules qui vont tout faire pour obtenir le maximum d'argent, qui ne reconnaîtront pas qu'ils ont reçu des sommes, etc. Et le malheureux va rester en prison 32 ans. Oh, oui. C'est-à-dire, il entre en prison en Angleterre à 12 ans, et il en ressortira à la quarantaine. Oui, 40, même pas au milieu de la quarantaine, un homme très mûr pour l'époque, évidemment. C'est terrible comme destin. Que devient le duché pendant ce temps? Que devient la maison de Charles d'Orléans? À ce moment-là, c'est... puisqu'un autre frère, Philippe, est mort de maladie assez rapidement, et c'est donc le demi-frère, le petit dernier, le bâtard d'Orléans, qui va administrer tous les domaines des Orléans et qui surtout va aider Charles VII et finalement porter très haut la bannière de la maison d'Orléans. Bien sûr. Et donc, c'est l'époque de Jeanne d'Arc, là, bien sûr. Hein. Exactement. Et il se montre très remarquable et il va également œuvrer pour obtenir enfin la libération de son frère. Et là, mais on n'aurait pas le temps, il y a un très joli épisode. Par 3 fois, le bâtard d'Orléans a commandé en chef des troupes face à un Anglais, le comte de Suffolk, à Montargis, à Orléans et à Jargeau, où le bâtard d'Orléans fait prisonnier Suffolk. Mais il se montre très élégant à son égard, le libère facilement, et par reconnaissance, le comte de Suffolk va prétendre être le gardien de Charles d'Orléans. Pour attribuer ce gardiennage, ça se fait par enchère descendante. Et donc, il propose un très bas prix pour garder Charles d'Orléans. Et Suffolk est un personnage merveilleux. Lui aussi est poète, il a été prisonnier. Et ça devient un grand ami
pour Charles d'Orléans. Et donc ça va être décisif dans la libération, ça va être décisif ensuite dans toute l'histoire, au moment de la négociation des trêves de Tours, mais par la suite parce que Suffolk va prendre un rôle capital au sein du conseil royal du roi d'Angleterre. Et ce qui est assez étonnant, ce sont les relations qu'entretient finalement Charles avec ses geôliers, si je puis dire, hein, avec les Anglais. Celles-là ont été très privilégiées à partir de 1433. Ouais. Avant, c'était plus rude. C'était plus rude, forcément. Mais enfin, tout de même, on a l'impression que finalement, Charles d'Orléans, vous le laissez entendre dans votre ouvrage, Charles d'Orléans accepte en quelque sorte les conditions que posent les Anglais à la fin, il déraille, il ferait tout. Finalement, plus les années passent, plus son état de prisonnier lui devient insupportable. Donc il ferait n'importe quoi pour se libérer. Et c'est un peu dommage. Alors, il est donc finalement libéré grâce à l'entremise du duc de Bourgogne. Nous avons vu ses relations difficiles avec Charles VII. La grande opération, les visées sur l'Italie, sur l'héritage de Valentine Visconti. Et puis arrive un nouveau roi de France, c'est Louis XI. Quelles sont les relations entre Charles d'Orléans et Louis XI ? Elles menacent d'être très difficiles, puisque la famille d'Orléans, que ce soit le bâtard d'Orléans, Charles d'Orléans ou Jean d'Angoulême, se sont montrés des serviteurs très proches de Charles VII. Et quand le jeune Louis XI a la mort de son père, et le deuil de Charles VII est conduit par le duc d'Orléans. Louis XI est dans un exil volontaire dans les territoires du duc de Bourgogne et il revient en France avec une volonté de se venger des collaborateurs proches de son père. Il va se montrer très, très rigoureux. Donc la famille d'Orléans peut craindre cela, mais finalement les choses se passeront assez bien, car Louis XI les respectera. Mais intelligemment, on pourrait dire. Voilà. Louis XI a l'intelligence de ne pas abuser. En fait, ça. Mais il met quand même à l'écart Dunois, qui n'est plus dans les affaires. Et on peut parler de cet épisode à la fin ça va conduire à la mort de Charles d'Orléans. Je peux cette colère, racontez ça. Car Louis XI craint une coalition des grands féodaux contre lui. Et notamment, il a une forte hostilité contre le duc de Bretagne, François II de Bretagne, qui est d'ailleurs le neveu de Charles d'Orléans. Et il convoque à Tours une assemblée de tous les grands féodaux pour leur demander leur appui contre François de Bretagne. Et tous, le roi René, le duc de Bourbon, etc., promettent leur appui, et seul Charles d'Orléans prend la défense de son neveu. Alors, il se fait, pardonnez-moi l'expression, mais engueuler publiquement par Louis XI, et il en fut, selon les récits, très troublé. Et ce serait l'origine, en quelque sorte. Une des origines, je pense que la plus grande origine de sa mort est climatique, car cette réunion de Tours s'est déroulée par un temps effroyable, il neigeait. C'est un ensemble, disons. Ça. Et Charles d'Orléans est venu en gabarre, par bateau, de Blois à Tours, et au retour, par le même temps, il se sent mal, il s'arrête à Amboise, et là, en quelques jours, il va mourir probablement d'une pneumonie. Mais s'il n'avait pas été affaibli, on peut dire, au moins psychologiquement, par la fureur de Louis XI, peut-être aurait-il réussi à surmonter cette maladie, mort de la colère du roi. Alors, le prince Charles d'Orléans meurt, mais ses vers, eux, demeurent. Nous allons revenir dans un instant sur le poète qu'était Charles d'Orléans. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Charles d'Orléans, un prince, on l'a vu, captif, on l'a vu aussi, mais donc aussi
poète. Nous vous avons fait écouter quelques-uns de ces poètes. Certains ont été repris par Laurent Voulzy d'ailleurs. Nous allons découvrir cet aspect de Charles d'Orléans avec votre invité Gérard de Senneville. Et vient de nous rejoindre en studio Virginie Boyer, qui est responsable du service ville d'art et d'histoire d'Orléans. Car de 15h à 15h30, nous irons nous balader à Orléans. Et oui, bonjour Virginie Boyer. Merci d'être avec nous. Charles d'Orléans est une des figures de votre ville. Évidemment, celle à laquelle on songe toujours. Et d'abord, c'est Jeanne d'Arc. Nous reviendrons sur tout cela tout à l'heure. Est-ce que ces grandes figures du Moyen-Âge sont encore présentes dans la mémoire des habitants d'Orléans ? Alors, ce qui concerne Charles d'Orléans, très peu finalement, puisqu'on a peu de témoignages de sa présence. Il n'a pas été très souvent à Orléans, Gérard de Senneville, d'ailleurs, Charles d'Orléans. Non, mais il y allait de temps en temps du fait de son rôle de duc d'Orléans. Et oui, c'est une petite anecdote. Il y a un de ces rondeaux qui commence ainsi. Quand on joute à la quintaine à Orléans, je file à Blois, parce que c'était un exercice très violent de foncer à cheval contre un mannequin pour le renverser. Et âgé, il préférait éviter ce genre d'exercice. Mais il se partageait donc entre les deux villes. En tout cas, il y a toujours une présence médiévale, ça c'est sûr, et des fêtes, etc. On y viendra tout à l'heure, on va se promener dans Orléans en votre compagnie. J'aimerais d'abord que nous nous promenions dans le souvenir poétique de Charles d'Orléans. Il a écrit très jeune, on l'a vu. Son goût pour la ballade s'est beaucoup développé, évidemment, à la faveur d'une captivité qui ne lui laissait guère d'autres loisirs. Et donc, il a beaucoup écrit à cette occasion, mais il ne s'en tient pas là. Vous nous disiez que, de nouveau libre, il va créer une véritable... Alors, ce ne sont pas des cours d'amour, en fait. C'est une... Comment est-ce qu'on pourrait appeler cette cour de Blois qu'il crée ? D'abord, c'est tout simplement une cour, la cour du duc d'Orléans, qui est plus modeste que celle du duc de Bourgogne, mais c'est une cour avec une ambiance assez familiale, où se trouvent réunis très souvent des poètes, soit parce que ce sont des serviteurs ou des amis permanents de Charles, soit parce que ce sont des invités qui viennent, souvent des grands seigneurs. Et lui-même continue de rimer, Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que l'on a aujourd'hui encore entre nos mains, il est aux Archives nationales, le livre de poésie de Charles d'Orléans. Et quand il revient d'Angleterre, il ramène ce livre de poésie. C'est important de souligner qu'on est à une époque où l'imprimerie n'existe pas encore, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Mais enfin, pour l'instant, non. Et on utilise d'ailleurs non pas du parchemin, mais du papier vélin. Lorsqu'il est à Blois, il ajoute à ce livre des cahiers de 16 pages où on va pouvoir voir non seulement les poésies de Charles d'Orléans, les nouvelles, il utilise surtout le rondeau à cette époque-là, mais également les poésies de ses invités. Et ce qui est donc très plaisant à Blois, c'est, comme je vous l'ai dit, il s'entoure, en choisissant ses officiers, son médecin, le capitaine du château de Blois, des gens agréables qui peuvent être ses partenaires aux échecs, mais également en poésie. Et à l'époque, la poésie est largement un jeu de société. Donc on peut composer seul, mais on peut aussi participer à des sortes de joutes poétiques. Et ce que fait Charles, soit tête-à-tête avec des familiers ou dans des groupes plus importants quand il a des visiteurs, c'est de proposer un premier vers. Donc, par exemple, il propose le premier vers d'une de ses ballades en la forêt. Oh, j'ai un trou. En la forêt de longue attente, oui, par exemple, chevauchant par les sentiers, etc. Et tous les autres qui sont là doivent poursuivre, médecin, doivent développer, femme, broder. Un visiteur, le comte de Nevers, compose un rondeau sur ce premier vers. Et lui-même, d'ailleurs, termine la joute en composant un autre poème, commençant de la même manière, en la forêt de longue attente, mais beaucoup plus désespéré, parce que dans la forêt, les bois sont coupés, il ne retrouve plus ses sentiers. Et puis il y aura une autre joute dont on garde la trace dans le livre de poésie,
Ça se fait sur un autre vers. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Et là, il y a des invités célèbres, mais il y a aussi un certain François Villon qui n'est pas très connu à l'époque, mais qui, après avoir fait un séjour à la cour du roi René, vient également à Orléans. En regardant vers le pays de France, un jour m'advint à Douvres sur la mer, qu'il me souvint de la douce plaisance que je saoulais au dit pays trouvé. Si commençait de cœur à soupirer, combien certes que grand bien me faisait de voir France que mon cœur aimé doit. Alors ça, c'est un des plus beaux poèmes, mais il date de la période où Charles était prisonnier. Quel est votre poème préféré de Charles d'Orléans ? Peut-être celui que vous venez de citer. Vous m'embarrassez parce que j'aurais du mal. Alors on peut penser peut-être le plus connu. Le temps a laissé son manteau de froid, de pluie et de... Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. C'est ça. Mais vous voyez, je n'arrive pas à... Et les fourriers d'été sont venus ? Ah, ça c'est magnifique. C'est d'ailleurs une jolie comparaison, parce que quand un grand seigneur se déplaçait, il était précédé par de ces fourriers qui préparaient son logement. Et là, il écrit les fourriers d'été sont venus pour appareiller son logis et ont fait tendre ses tapis de fleurs et verdures tissées. C'est très joli. C'est une belle image du printemps, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Peut-être dans la poésie de Charles d'Orléans, il obéissait aux critères de l'époque, c'est-à-dire avec des règles très contraignantes, mais c'était un virtuose. Il savait finalement les effacer et donner l'impression d'une écriture avec une grande facilité. Et donc on a des vrais petits bijoux littéraires et qui traduisent aussi des sentiments importants, donc la tristesse quand il est prisonnier, et puis des sentiments plus paisibles quand il est à la cour de Blois. Europe 1, au cœur de l'histoire. La chanson de Laurent Voulzy, de l'album Listen Love, et nous allons chez Jeanne, justement, à Orléans, jusqu'à 15h30. Nous avons fait un petit peu plus d'une heure de route depuis Paris avec la Ferrand Mobile, et nous sommes à Orléans avec notre guide. Ouais, très très beau chemin effectivement entre Paris et Orléans. Et c'est Virginie Boyer qui va nous faire découvrir la ville d'Orléans. Elle est responsable du service ville d'art et d'histoire d'Orléans. Alors il faut que vous nous disiez quand ont lieu les fêtes de Jeanne d'Arc. C'est toujours à peu près à la même date. Tout à fait, toujours à la même date, au moment en fait où Jeanne d'Arc est venue en 1429 à Orléans. Donc son arrivée le soir du 29 avril en traversant la Loire, jusqu'à la libération de la ville avec la levée du siège des Anglais le 8 mai. Donc du 29 avril au 8 mai, tous les ans, on revit l'histoire d'une certaine façon. Donc en fait, c'est une célébration qui évoque la levée du siège et la libération de la ville depuis 1430. Tous les ans, elle est reproduite. Oui. Alors il y a une jeune fille qui d'ailleurs a l'insigne privilège de jouer le rôle de Jeanne tous les Oui, alors depuis 1945, après-guerre... C'est une jeune fille effectivement qui représente Jeanne d'Arc. Elle ne l'incarne pas. Elle ne fait que figurer le personnage. Avant, c'était un puceau qui, 10 puceaux qui représentaient le personnage de Jeanne. C'était peut-être facile à porter pour lui. Oui, c'était très déplaisant avec un costume très voyant aussi. Pas sûr qu'il le mette sur son CV. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie du folklore. Des folklores local. Alors, ces fêtes johanniques, on y reviendra à l'occasion. Par où faut-il commencer la visite de votre belle cité, Virginie Boyer ? Alors le point culminant et le plus visible et le plus visité aussi de la ville, c'est la cathédrale. La cathédrale, bien sûr. La cathédrale Sainte-Croix qui est sous cette forme, en tout cas pour son chevet encore depuis le XIIIe siècle. Voilà, on commence les travaux à la fin du XIIIe siècle. Alors tout l'arrière, le chevet, comme vous dites, de la cathédrale est ancien. La façade, elle, est beaucoup plus récente. Voilà, la façade est beaucoup plus récente. Elle est achevée en 1829 et inaugurée par Charles IX. Oui. Charles X, oui. Pardon, qui était le dernier roi par la grâce de Dieu. Et cette cathédrale, elle est très spectaculaire. Elle est un petit peu le centre, le cœur de la cité. Très imposante, d'autant qu'on a la rue Jeanne d'Arc, donc qui a été percée au XIXe siècle, qui ouvre une très belle perspective sur ce bâtiment.
et qui est une perpendiculaire d'ailleurs à la rue Royale, autre grande rue du XVIIIe siècle de la ville qui, elle, descend vers la Loire. Alors on a beaucoup de belles maisons dans ce coin-là. Lorsqu'on se rend du côté de l'hôtel de ville, on passe, il y a l'hôtel Grolot là, qui est très beau. Hein, Voilà, l'hôtel Grolot, donc, qui a été construit pour résidence par Jacques Grolot, le bailli d'Orléans. On suppose que les plans sont de Charles Androuet du Cerceau. Et c'est dans ce lieu que François II mourra en 1560. Cette mastoïdite aiguë qui avait complètement assombri son très court règne. Oui. Il a régné très peu. Hein. Enfin, François II, je parle sous le contrôle de Gérard de Senneville, mais c'est moins d'1 an, hein, je crois. C'est vraiment très peu. Et donc, c'est ici qu'avaient eu lieu, qu'avaient été réunis les États généraux d'ailleurs d'Orléans, c'est ça? C'est à Orléans que oui, les États généraux avaient été réunis. Oui. Alors, lorsqu'on sort de ce bel hôtel Grolot, on passe par où nous conseillez-vous de passer? Alors on peut partir sur la rue d'Escures qui se trouve juste derrière l'hôtel Grolot. On va passer devant le jardin de l'hôtel Grolot qui est un jardin romantique un petit peu à l'anglaise avec des ruines, notamment celle de la chapelle Saint-Jacques qui date du XVe siècle. Et de l'autre côté de la rue, nous avons les magnifiques pavillons construits par Pierre d'Escures, grand ami d'Henri IV et maréchal des armées du roi, qui s'est inspiré en fait de son hôtel particulier de la place des Vosges pour concevoir ces hôtels particuliers qui ont exactement la même physionomie que celui de la place des Vosges. On n'est pas très loin de la rue Royale non plus, l'autre... Alors on va cheminer vers la rue Royale en passant par la place du Mare-III, donc voilà, tout au bout de cette rue-là. Donc la place du Mare-III, elle est un grand espace vide jusqu'au XVIIIe siècle, au moment où on va percer justement la rue Royale. Sur cet espace, le duc d'Orléans va construire sa chancellerie. Alors, qui n'est pas un lieu de résidence, qui n'est pas non plus un lieu de justice, mais qui va être le lieu de dépôt des archives du duché. Et c'est dans cet endroit que réside encore aujourd'hui une partie des Alors archives. les bâtiments en fait de la chancellerie, la place du Mare-III et la place voisine de Gaulle aussi, la rue Royale vont... La place Charles de Gaulle est beaucoup plus récente, elle, en fait. La place Charles de Gaulle est beaucoup plus récente. En fait, ce sont des lieux qui vont subir de très grosses destructions pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Sur les bombardements de 1940 et 1945. Donc il va falloir reconstruire ces lieux et tout ce qui est archives, œuvres d'art également qui étaient dans le musée d'Orléans voisin vont subir de terribles pertes. Oui. Donc il y a des trous dans les archives. Il y a des trous dans les archives. Ce qui est bien, c'est qu'au moment de la reconstruction, on a quand même conservé un urbanisme très aéré, c'est une ville qui ne donne pas une impression de resserrement. Orléans, tout est vaste, beau et aéré. C'est vrai. Oui, alors on a des places effectivement qui vont être conçues donc au XIXe siècle, les grands percements donc de la rue Jeanne d'Arc, de la rue de la République également, vers la nouvelle gare qui va se construire au nord des anciennes fortifications qui sont également rasées à ce moment-là. La place Charles de Gaulle, voisine de la place du Mare-III, qui elle va être aménagée donc après la Seconde Guerre mondiale. Et autour de ces places, suite aux destructions, on va rebâtir avec un vrai laboratoire d'expérimentation qui va se mettre en place. Paul Abraham est l'architecte en chef de la reconstruction à Orléans et va mettre en place un procédé complètement innovant de blocs entièrement construits. Du préfabriqué, on pourrait dire. Du préfabriqué, voilà, qui vont donc réunir tout le mobilier, les canalisations, enfin tout sera posé sur les parois et arriveront directement pour être posés sur les bâtiments. Et c'est sur la place de Gaulle que se trouve le fameux centre d'études joanniques, le centre Jeanne d'Arc. Le centre Jeanne d'Arc, donc dans une maison à pans de bois qui est en fait la reconstitution de la maison de Jacques Boucher, trésorier du duc d'Orléans, reconstruite en 1960 parce qu'elle a été complètement détruite pendant la Seconde Guerre. Et ce centre Jeanne d'Arc donc accueille des chercheurs du monde entier et a à cœur de réunir tout ce qui peut exister en ouvrage et en iconographie sur Jeanne d'Arc. Et on estime que 2 à 4 ouvrages sortent sur Jeanne d'Arc par an.
Ce qui veut dire qu'il y a une très 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 importante documentation, une librairie, une bibliothèque considérable. Hein, oui, alors on estime à 35 000 exemplaires, 35 000 ouvrages présents dans ce centre, sans compter tout ce qui est représentation iconographique. Et pour y travailler, il faut montrer patte blanche, si je puis dire, ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde Écoutez, les personnes responsables vous accueillent sans problème, sont très heureux de communiquer leurs connaissances sur le sujet. Vous y avez travaillé, vous, au centre Jeanne d'Arc, Gérard de Senneville ? Non. C'est votre époque, mais ça n'est pas votre lieu, si je puis dire. Absolument, j'ai eu d'autres sources. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Nous sommes à Orléans jusqu'à 15h30, nous visitons la ville. N'hésitez pas bien sûr à participer à cette balade avec nous. Vous nous écoutez peut-être depuis Orléans, vous avez vécu dans la ville, vous connaissez cette ville, eh bien venez nous en parler, venez partager vos souvenirs et vos photos sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Notre guide cet après-midi sur Europe 1, c'est Virginie Boyer qui est responsable du service Ville d'Art et d'Histoire d'Orléans. Et Gérard de Senneville est resté avec nous. J'étais en train de regarder la belle miniature qui orne la couverture de votre ouvrage Les 4 frères d'Orléans aux éditions de Fallois. On y voit non pas Orléans mais la tour de Londres et Charles d'Orléans en train de composer des ballades dans la tour de Londres. C'est une très 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 belle miniature. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure, Gérard de Senneville, ce qu'était devenu s'il y avait une descendance de Charles d'Orléans, parce que comme il a été en captivité la majeure partie de sa vie, on se dit, est-ce qu'il a eu le temps d'avoir des enfants ? Oui, et même très vite, car il avait à peine 15 ans que Charles d'Orléans était orphelin de père et de mère, veuf et père de famille. Il avait eu d'Isabelle de France un enfant, la malheureuse était morte en couche, qui s'appelait Jeanne et qui épousait le duc d'Alençon. Et puis, il se remarie lors de sa libération en 1440 oui, avec une jeune femme de 15 ans, Marie de Clèves, et pendant 15 ou 16 ans, ils n'auront aucun enfant. Et en 1457 arrive une sorte de miracle. Marie accouche d'une fille qui va s'appeler aussi Marie. Et quelques années après, Louis XI est devenu roi, Charles a un fils, Louis, destiné à devenir duc d'Orléans et ensuite roi de France. Et puis il aura aussi une fille, Marguerite, quelques mois avant sa mort, qui deviendra abbesse de Fontevraud. C'était peut-être pas ses enfants en fait, parce c'était un... Mais écoutez, ça fait toujours sourire quand après 15 ou 16 ans, un couple d'enfants à l'enfant, et puis voilà que Marie, encore assez jeune, a un enfant, mais il y a des précédents ou d'autres exemples. Je pense à Louis XIV, à Louis XIII et Anne d'Autriche qui ont mis 20 ans à faire un enfant. Oui, même plus de 20 ans. Même plus de 20 Donc, je pense que c'est peut-être une raison psychologique ou autre, et j'aurais plutôt tendance à dire que ce sont les enfants de Charles d'Orléans. Alors ça va être très important, puisque Louis XI, qui voulait vraiment écarter les Orléans du trône de France, a un fils, Charles VIII, qui va mourir d'un accident. Oui, il se tape le front. Et à ce moment-là, c'est Louis, duc d'Orléans, qui devient roi de France, Louis XII. Et puis, à sa succession, ce sera un de ses neveux, c'est-à-dire le petit-fils de Jean d'Angoulême, le malheureux prisonnier, qui était le frère, deviendra roi, c'est François Ier. Voilà. Donc des Orléans, néanmoins, sur le trône de France. Qui vont régner pendant près d'un siècle. Oui. Alors revenons à Orléans. Est-ce qu'on peut descendre du côté de la Loire, allons sur les bords du fleuve, si vous le voulez, Virginie Boyer? Oui, on va reprendre du coup la rue Royale pour descendre vers le pont Royal. Donc pont qui va être construit pour succéder au pont médiéval du XIIe siècle qui a résisté jusqu'au XVIIIe quand même. Il est à bout de souffle ce pont, donc il faut complètement reconstruire un nouveau pont juste à côté. Donc le pont médiéval est rasé et on va le remplacer par ce pont dont les plans vont être dessinés par Jean Hupeau. Alors les Orléanais qui ont, paraît-il, la langue bien acérée, et ils vont garder le surnom de Guépin, d'ailleurs ça doit venir de cette époque, vont dire que le pont aura fait ses preuves au moment de son inauguration, puisque
la Pompadour va passer avec son équipage et ils diront qu'il aura bien supporté le plus lourd fardeau du royaume. Ah oui, c'est les épigrammes de l'époque, bien entendu. Aujourd'hui encore, les Orléanais fréquentent volontiers les quais. Il faut dire que c'est un bel endroit. Ça. Oui, c'est un lieu de détente, de loisirs, de promenade très apprécié des Orléanais. Les quais ont été réhabilités depuis les années 2000, donc rendus aux Orléanais. La ville a fait peau neuve. La ville a complètement fait peau neuve depuis les années 2000. Même le centre ancien a été complètement réhabilité. Vraiment, On va célébrer la 1000e façade restaurée en fin d'année. Voilà, donc un centre ancien très agréable où on trouve des constructions du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, 20e siècle. Donc. En fait, Anissa est en train de répondre visiblement à des auditeurs. Je mets des photos. Je suis en train de poster des photos de la ville d'Orléans. Vous auriez pu en poster que vous avez faites vous-même. Ce sont des personnels que je suis en train de poster. C'est bien parce que je me tiens au courant de ce que vous faites. Je vois que vous avez un œil sur ce que je suis en train de faire. Mais vous êtes toujours fourré à Orléans, faut le dire. Oui, j'y passe la plupart de mes week-ends à Orléans. C'est une très belle ville. Très belle ville. Donc, alors, on n'a pas parlé de toutes les petites rues, la rue de la Charpenterie, par exemple, qui a gardé ces belles maisons à pans de bois. Des maisons qui, d'ailleurs, il faut dire que on peint les ourdis, on peint les pans de bois. Oui. Donc, rue de la Charpenterie, si vous continuez jusqu'au bout, en arrivant à l'angle de la rue de la Poterne, qui était en fait l'un des axes de la ville gallo-romaine, on a gardé le découpage des rues gallo-romains. On trouve la plus ancienne maison à pans de bois d'Orléans, datée du XIVe siècle, à part dendrochronologie. Effectivement, les pans de bois étaient peints, donc avec des couleurs plutôt dans les tons rouges, ocre. Les ocres de puisée étaient acheminés jusque-là. Et aujourd'hui, on peut trouver effectivement des couleurs un peu plus modernes également. Merci beaucoup. Vous restez, Virginie Boyer. Vous allez voir que Lorena Martin connaît les bonnes adresses. Peut-être pas tout à fait aussi bien que vous, mais à mon avis, elle a ses indicateurs sur place. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de la ville d'Orléans cet après-midi avec notre guide Virginie Boyer, responsable du service ville d'art et d'histoire d'Orléans, avec notre invité Gérard de Senneville, auteur des 4 frères d'Orléans, violence des passions au temps de la guerre de 100 ans, et bien sûr notre spécialiste bon plan maintenant sur Europe 1 dans cette émission tous les jours, c'est Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Merci de nous éclairer sur ce qu'il faut voir ou faire à Orléans. On dit que la spécialité d'Orléans, c'est le droit. Il y avait une fac de droit très réputée. Il y a une fac de droit, effectivement, qui s'installe droit romain à partir de 1235 à Orléans, très vieux, officialisé en 1306 et qui fonctionne jusqu'à la Révolution. Mais il y a aussi des spécialités culinaires, j'imagine, Lorena. Et oui, notamment le vinaigre d'Orléans. Orléans est connu pour sa tradition vinaigrière, car à l'époque, les bateliers de la Loire faisaient du commerce des vins tourangeaux et angevins. Et du coup, au fil du temps, les vins piqués sont devenus des vinaigres au goût de plus en plus élaboré. Et vous avez près de 300 vinaigriers qui œuvraient encore au 19e siècle. Donc cette tradition des grands maîtres vinaigriers s'est perpétuée notamment avec la maison Martin-Pourret. Ça va de pair avec la moutarde, ça, généralement, Effectivement, non ? avec la moutarde. Et la moutarde d'Orléans, d'ailleurs, a revu le jour en 2002, grâce toujours au vinaigrier Martin-Pourret. Elle est élaborée à partir d'une recette oubliée qui date du XVIe siècle. Et vous avez aussi la poire d'Olivet, qui est une eau-de-vie. Et donc, elle est élaborée à partir des poires Williams. Des poires en fin de repas. Pour digérer. Qui sont récoltées dans les vergers de l'Orléanais. Et vous avez aussi le Cotignac, je ne sais pas si vous connaissez cette sorte de gelée de coin qui est présentée dans une petite boîte ronde en épicéa. Et en fait, c'est l'ancêtre du roudoudou, le petit bonbon qu'on suçait. Et c'est une tradition très ancienne qui remonte à l'Antiquité. Assez vite obsédant, en fait. C'est de la gelée de coin, en fait. Donc très sucré, mais très appréciable. Oui. Ça donne soif, forcément. Alors ça, ce sont les spécialités d'Orléans. Alors il y en a d'autres, il y a l'andouillette de Jargeau, etc. Il y a beaucoup de chocolatiers aussi qu'on peut retrouver. Il y a des confiseries un petit peu partout dans Orléans. Bon.
où est-ce qu'on peut se mettre les pieds sous la table? Il est un peu tard là, 15h25, mais pour les prochains jours, prochains jours notamment, puisqu'il y a un restaurant qui va rouvrir début avril avec les beaux jours. Je peux vous conseiller le girouet ou guirouet, qu'on dit souvent à Orléans. En fait, son nom vient de la girouette qui, du haut du mât, distingue sur la Loire votre bateau de celui du voisin. Et c'est un restaurant en fait en bord de Loire avec une magnifique terrasse avec vue panoramique sur la Loire. Merveille. Donc il faudra y aller dans quelques jours. Et dans ce restaurant, on aime beaucoup l'écologie, les produits bio. C'est une carte qui est élaborée avec des produits maison. Ils organisent d'ailleurs des sorties découvertes sur la Loire et sur le canal de la Sterne avec des petits bateaux d'une douzaine de passagers. Donc c'est très agréable. Et ils proposent aussi des paniers repas, des paniers pique-nique. Sur la Loire, parce qu'il y a tellement de bancs de sable, etc., que le tirant d'eau est relativement faible. Il y a des bateaux plutôt à fond plat. Nous avons les duits qui permettent justement d'avoir un tirant d'eau. Oui. Voilà. Et ils organisent aussi si vous voulez, ils proposent des paniers de pique-nique qu'on peut emporter pour aller les déguster sur la Loire. Et qu'est-ce qu'on mange alors chez eux? Alors, vous m'avez mis toute une petite liste. Là, ça fait vous avez une petite courge farcie au poisson, fondue de poireaux suprême de volaille farcie aux champignons, mousseline de panais, des petits poissons formidable. qui arrivent d'ailleurs sur la Loire. Il y a beaucoup de fritures de petits poissons. Vous aviez une autre adresse sur les bords de Loire. Ça s'appelle le Lièvre Gourmand. Oui, avec son chef Tristan Robreau qui a été récemment étoilé. Donc ce restaurant tient à mettre en avant encore une fois les producteurs de proximité et ils font attention notamment à la saison, de respecter chaque saison pour les aliments. Il y a pas mal de chefs, pas mal d'établissements gastronomiques. C'est une ville où on mange bien. Vous avez aussi la Dariole dans l'hypercentre. C'est une adresse qui se cache dans une toute petite rue en fait du cœur historique d'Orléans et c'est une maison à colombage près de la cathédrale avec des poutres, des pierres apparentes. C'est très joli, très mignon et c'est un excellent rapport qualité-prix donc on peut le signaler. Et vous avez aussi un autre restaurant que j'aurais envie de vous conseiller, c'est la brasserie Éric Le Cerf. Ah, ça je connais. Voilà, il a travaillé pendant très longtemps avec Joël Robuchon. Donc là aussi, produits de saison, produits du marché, produits frais, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez notamment goûter les escargots de Sologne, l'œuf meurette, le pâté en croûte, l'andouillette, les terrines de gibier, etc. En sortant de table, vous nous avez trouvé des endroits où des chambres d'hôtes. Des chambres d'hôtes. Pour aller séjourner, vous avez la Vieille Réparée, qui est un hôtel particulier du 19e siècle. C'est situé dans le centre ancien d'Orléans, rue des Huguenots. Et en fait, cette rue donc existait déjà avec sous son nom actuel au XVIIe siècle. Et donc cette rue des Huguenots trouve son origine dans un cimetière protestant qui existait autrefois. Et c'est magnifique. Vous avez une chambre d'hôte. Vous avez aussi les Trois Maillets qui proposent aussi c'est une demeure du XVIe siècle qui propose aussi des chambres. Et puis il y a un très bel hôtel, un 4 étoiles qui s'appelle l'Empreinte Hôtel. Qui vient d'ouvrir, assez qui a ouvert spectaculaire récemment. là. Voilà. Merci beaucoup Lorena. Il y aurait eu encore tellement de choses à dire sur cette ville très riche d'Orléans. Cette ville